La série commence en présentant une femme nommée Sue Fanfei, que nous appellerons Swelly. Lorsqu'elle se réveille dans sa chambre, elle est choquée de constater que l'homme allongé à ses côtés n'est pas son mari. Cette situation choquante est vue par sa belle-mère et sa belle-sœur, Madame Shen et Shen Ruyun. Il est révélé que Swelly est mariée à un érudit très respecté, Shen Yuron, qui est profondément respecté à la cour pour son intelligence et ses talents. Ne faisant confiance qu'à son mari, Yuron, Swelly le suit dans un endroit précis. Pendant leur voyage, Yuron lui donne de l'eau, ce qui la fait perdre connaissance immédiatement. Lorsqu'elle reprend connaissance, Swelly se retrouve dans une fosse commune. Réalisant qu'elle a été trahie par la famille de son mari, son désespoir s'intensifie lorsque son mari lui annonce que son père et son frère cadet sont également morts. Son père a été exécuté sous des accusations de corruption, tandis que son frère a été tué par des criminels. En entendant cela, Swelly est dévastée. Au plus bas de son désespoir, Yuron la frappe immédiatement et l'enterre vivante. Après avoir commis cet acte odieux, Yuron rencontre la princesse Wan Ning pour lui rendre compte de ses actions. À ce moment, il est révélé que la princesse Wan Ning avait orchestré tout le complot, manipulant Yuron pour qu'il commette le meurtre. L'image respectée que Yuron avait de lui-même ne signifiait rien face à la princesse Wan Ning, le laissant dépouillé de sa dignité. De l'autre côté, un homme est vu en train d'enquêter sur une affaire de contrebande de sel. Cet homme, connu sous le nom de Xiao Heng ou Duxu, est réputé pour son approche impitoyable de la justice. Lors de l'enquête, le duc Xu était accompagné de ses deux subordonnés fidèles, Wenji et Luji. En discutant de leur découverte, l'attention du duc Xu est attirée par le cortège funèbre de Swelly. Des rumeurs se répandent selon lesquelles la femme de l'érudit Shen aurait été tuée en tentant de fuir avec son amant. Pendant ce temps, dans la forêt, deux jeunes femmes sont montrées en train de récolter des herbes médicinales. Elles rencontrent alors une personne emportée par la rivière. La personne est Swelly, qui a miraculeusement survécu à son calvaire. Se présentant sous le nom de Janli, elle est accompagnée de sa servante, Tonger. Elle propose de l'aider, mais le traumatisme laisse Swelly sur la défensive et méfiante. Janli, comprenant sa situation, promet de revenir avec de la nourriture plus tard dans la soirée. Janli est révélée être la fille d'un ministre respecté des archives impériales. Elle vit dans un endroit appelé le Hall de la Sainte Vierge, où elle a été exilée après avoir été faussement accusée de nuire à sa belle-mère. Ce soir-là, alors que Janli se prépare secrètement à partir, elle est surprise par une gardienne. En punition, elle est brutalement fouettée par la chef du hall, Dae-yoon, laissant son corps couvert de cicatrices. Le lendemain matin, après avoir attendu toute la nuit le retour de Janli, Swelly décide de partir à la recherche des deux jeunes femmes, ce qui la conduit au hall de la Sainte Vierge. Finalement, elle trouve Janli, qui est visiblement en douleur. Sachant que sa fin est proche, Janli partage des mots d'encouragement avec Swelly, lui conseillant de ne pas se laisser submerger par le désespoir. Janli compatit profondément, comprenant la peine que Swelly ressent d'avoir été trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. Depuis 10 ans, Janli a été exilée par sa propre famille, accusée d'avoir causé la fausse couche de sa belle-mère. Malgré ses souffrances, personne dans sa famille ne s'en souciait ni ne la croyait. Janli n'a jamais été visitée par son propre père. Peu de temps après, Janli rend son dernier souffle là-bas. Lorsque la chef du hall entre dans la pièce, elle est choquée de trouver le corps de Janli, froid et sans vie. Swelly apparaît alors et menace la chef du hall, lui annonçant qu'elle allait rapporter ses actions. En échange, Swelly propose un plan. Désormais, Swelly prendrait l'identité de Janli. Cela signifierait que la mort de Janli serait cachée à tout le monde. Acceptant le plan, elles enterrent immédiatement Janli dans les vêtements de Swelly, avec sa flûte. À partir de ce moment, elles échangeraient d'identité. Pour suivre l'histoire plus clairement, nous appellerons désormais Swelly Janli. Quelques jours se sont écoulés depuis l'incident, et Janli se sent suspicieuse à propos de la sécurité étrangement renforcée du hall de la Sainte Vierge. Une nuit, en enquêtant secrètement dans le hall, Janli aperçoit accidentellement une silhouette mystérieuse. La silhouette semble être un homme qui entre dans la chambre de la chef, Dae-yoon, et fait quelque chose de suspect. Pensant à un moyen d'échapper au hall de la Sainte Vierge, Janli envisage d'utiliser la prochaine visite de l'épouse d'un ministre, Madame Liu, qui devrait arriver dans quelques jours. Pendant ce temps, un homme nommé Jeune Maître Shen est vu en train de fuir le duc Xu vers le hall de la Sainte Vierge. Cela coïncide avec Janli priant dans le temple du hall lorsque soudainement, elle est prise en otage par le Jeune Maître Shen, jusqu'à ce que le duc Xu arrive rapidement pour l'appréhender. Lisant rapidement la situation,
Jeanne Li fait semblant de dire que le jeune maître Chen et elle étaient complices. Alors qu'ils allaient être exécutés, le duc Su captura rapidement l'homme. En quittant le temple, ils furent interceptés par Madame Liu, qui s'avéra être une amie proche de la défunte mère de Jeanne Li, car Tanger l'avait délibérément appelée pour rencontrer Jeanne Li. Poursuivant son acte, Jeanne Li supplia Madame Liu, affirmant son innocence et suggérant de faire appel à la chef du hall, Dai Yun, pour résoudre la situation. C'était l'occasion de dévoiler les torts de Dai Yun, car Madame Liu l'a surpris en flagrant délit avec l'homme mystérieux. En même temps, en admettant son rôle de complice, Jeanne Li fut ensuite emmenée par le duc Su à la capitale pour un procès officiel. En résumé, au palais impérial, les événements du hall de la Sainte Vierge furent rapportés par le mari de Madame Liu, le ministre des Finances Liu Yuanfeng. À ce moment-là, Yuanfeng mentionna que la fille du ministre des Archives, Jeanne Yuanbai, nommée Jeanne Li, pourrait témoigner dans cette affaire. En entendant cela, l'empereur se fâcha, car le duc Su avait également soumis un mémorandum impliquant Jeanne Li dans un complot de contrebande de sel illégal. De retour à la maison, le père de Jeanne Li, Jeanne Yuanbai, parla à sa femme, la belle-mère de Jeanne Li, Shuran, de la réputation de la famille. Il expliqua qu'il devait immédiatement récupérer Jeanne Li auprès du duc Su et prouver son innocence dans l'affaire de la contrebande de sel. Le lendemain, lors de l'accueil de Jeanne Li, il devint évident que Shuran n'aimait pas sa présence. Shuran fit semblant d'être heureuse, mais en réalité, elle était réticente, car pendant 10 ans, aucun membre de la famille n'avait rendu visite à Jeanne Li. À ce moment-là, Sueli put facilement entrer dans la résidence en tant que fille de la famille Jeanne. Désormais, Sueli était déterminée à accomplir les dernières volontés de la défunte Jeanne Li en cherchant à se venger de la famille qui l'avait abandonnée pendant des années. L'histoire présente ensuite les membres élargis de la famille Jeanne. Apparemment, Jeanne Yuanbai a 2 frères cadets. Le premier est Jeanne Yuanping, marié à Lushi, tandis que le plus jeune, Jeanne Ruwen, est marié à Mei Ling. Un autre membre important de la famille est la dame ancienne Jeanne, également connue sous le nom de Madame Jeanne. On sait que Madame Jeanne aime profondément Jeanne Li. En fait, au cours des 10 dernières années, elle a été la seule à se souvenir de sa petite fille, lui envoyant fidèlement des objets au hall de la Sainte Vierge. Malheureusement, ces objets n'ont jamais atteint Jeanne Li, suggérant l'intention de quelqu'un de l'éliminer de la famille. Après quelques jours dans la résidence des Jeanne, Shuran assigna 2 serviteurs pour surveiller et limiter les déplacements de Jeanne Li. En même temps, à l'extérieur du pavillon, plusieurs personnes s'affairaient à arranger des fleurs pour la célébration de l'âge adulte de Ruoyao. Jeanne Li apprit cet événement par l'une des servantes assignées par Shuran et planifia d'utiliser cette occasion pour révéler sa véritable identité de Jeanne Li, fille de la famille Jeanne. À toutes les personnes présentes. Nous faisons ensuite la connaissance de Jingrui, le fils de Yuanping, qui est bruyant, arrogant et jamais sérieux. Il a l'habitude quotidienne de porter une tortue, son animal de compagnie adoré. En résumé, lors de son excursion, Jeanne Li rencontre accidentellement un homme nommé Zhou Yanbang. Ils étaient en fait fiancés depuis leur enfance, mais maintenant, Yanbang doit épouser Ruoyao. En arrivant à destination, Jeanne Li découvre qu'elle est trop tardive, car l'objet qu'elle cherchait a déjà été acheté par un homme qui l'attendait au restaurant. Supposant que l'homme était le duc Su, Jeanne Li s'approcha de lui directement, demandant le retour de son pendentif. Cependant, le duc Su, toujours suspicieux de son implication dans le commerce illégal de sel, l'interrogea, lui demandant où se trouvait la cachette du sel. Utilisant son intelligence et son observation aiguë, Jeanne Li déduisit habilement que le sel illégal était caché derrière le temple du hall de la Sainte Vierge. À la tombée de la nuit, Jeanne Li, toujours en attente de confirmation des subordonnés du duc Su, reçut enfin la nouvelle que le sel illégal était effectivement caché derrière le temple du hall de la Sainte Vierge. Une fois cette information confirmée, Jeanne Li retourna à la résidence des Jeanne. Il fut révélé que le pendentif était un héritage de sa mère, donné par son père lorsqu'elle épousa Shen Yuron. À cette époque, Sueli avait été forcée de le vendre pour acheter des médicaments pour la guérison de son mari. À son retour dans la résidence, Jeanne Li fut abordée par Yue, la seule fille de Ruwen, connue pour sa nature autoritaire. À ce moment-là, Yue annonça que Ruoyao avait invité Jeanne Li à assister à sa célébration de l'âge adulte, qui aurait lieu le lendemain. Le lendemain, des fonctionnaires et des nobles arrivèrent à l'événement. À ce moment-là, Yuron, Shuran et Ruoyao étaient présents, ainsi que le duc Su, dont l'arrivée inattendue stupéfia tout le monde et les laissa se demander pourquoi il assistait à un tel événement. Pendant ce temps, Jeanne Li, qui venait de se réveiller,
fut choqué de constater qu'il était déjà tard le matin. Il s'avéra qu'au cours de la nuit précédente, 2 servantes envoyées par Shuran avaient soufflé de la fumée dans sa chambre, la faisant dormir profondément, elle et sa servante. Peu après, la célébration de l'âge adulte commença, avec Ruo Yao, magnifique et captivante, prenant la scène. Cet événement symbolisait son entrée dans l'âge adulte et sa préparation au mariage. Au milieu de la célébration, la foule fut soudainement captivée par l'entrée gracieuse de Jeanne Li. Yuron, Shuran et Ruo Yao furent horrifiés en voyant Jeanne Li, qui ressemblait trait pour trait à la femme qu'ils croyaient avoir tuée, comme un fantôme revenant à la vie. En repensant aux 10 années de souffrance qu'elle avait endurées au hall de la Sainte Vierge, une noble fille rejetée et privée de ses droits, Jeanne Li saisit ce moment pour affirmer son identité. De véritables filles de la famille Zhang devant tout le monde. Cette révélation laissa Shuran et Ruo Yao sans voix devant les invités. Peu après, des feux d'artifice furent tirés, marquant la fin de la célébration. Ne voulant pas que Jeanne Li reste plus longtemps, Shuran persuada habilement Yuan Bai d'organiser un mariage entre Jeanne Li et un jeune homme séduisant nommé Zhao Qi. Réalisant qu'il s'agissait de la tentative de Shuran de l'éloigner, Jeanne Li décida de jouer le jeu pour l'instant. Pour ne pas paraître réticente, elle fit semblant d'accepter la proposition. Le lendemain, Madame Zhao et son fils, Zhao Qi, arrivèrent à la résidence des Zhang. Lorsqu'ils eurent un moment seuls, Zhao Qi déclara sans détour qu'après le mariage, il voulait que Jeanne Li ait de nombreux enfants pour perpétuer la lignée de la famille Zhao. Cependant, Jeanne Li, déjà au courant des faiblesses de Zhao Qi, le menaça d'annuler la proposition. Grâce à son intelligence, Jeanne Li avait découvert l'origine de Zhao Qi. Elle avait appris qu'il avait un enfant avec une maîtresse qu'il n'osait pas épouser, sachant que sa mère n'approuverait jamais son choix de partenaire. Pendant ce temps, au palais, l'empereur Zamyi était furieux d'apprendre que plusieurs fonctionnaires du palais étaient impliqués dans la corruption au sein de l'agence de sel. En même temps, le duc poursuivait l'enquête, bien qu'il n'ait pas encore réuni de preuves suffisamment solides pour faire tomber ces fonctionnaires. Plus tard, du côté académique, Yuron, en tant que responsable officiel, fut désigné par l'empereur pour superviser la sélection annuelle des érudits pour les postes gouvernementaux. En entendant que Yuron avait été chargé du processus d'examen, la princesse Wan Ning, dans sa manière habituelle de manigancer, manipula Yuron pour tirer parti de cette occasion. Cette fois, la princesse Wan Ning proposa une nouvelle politique, suggérant que les hommes et les femmes participent à l'examen annuel. L'empereur, qui devait une faveur à la princesse Wan Ning, se sentit obligé d'accepter sa proposition. Jing Rui, en entendant la nouvelle, se précipita pour informer Jeanne Li. Il expliqua que cette année, en raison de la nouvelle politique de Yuron, l'examen permettrait à la fois aux hommes et aux femmes de participer. Intriguée, Jeanne Li décida qu'elle participerait à l'examen annuel elle-même. Ensuite, Jeanne Li se rendit auprès de sa grand-mère pour demander son soutien afin de rejoindre l'académie Mingye avant l'examen annuel. Pour la convaincre, Jeanne Li présenta un écrit qu'elle avait rédigé pendant son séjour au hall de la Sainte Vierge. Impressionnée par son travail, Madame Jeanne, croyant en les capacités de sa petite fille, le remit à Yuan Bai. Tout comme Madame Jeanne, Yuan Bai fut également étonnée par l'écriture de sa fille. Finalement, Jeanne Li obtint la permission d'assister à l'académie Mingye. Cette décision ne fut cependant pas bien accueillie par Shuran. Elle persuada rapidement Yuan Bai de faire appel à Yuron pour tester les connaissances de Jeanne Li. Le jour suivant, dans le but de ternir l'image de Jeanne Li, Shuran tenta de soudoyer Yuron pour décrire Jeanne Li comme une enfant gâtée d'un fonctionnaire sans talent, ne comptant que sur sa richesse pour entrer à l'académie. Lors de cette rencontre, malgré les souvenirs douloureux, Jeanne Li se tint fermement, affrontant l'homme devant elle avec résilience. À ce moment-là, Yuron, profondément perturbé par la ressemblance de Jeanne Li avec la défunte Jeanne Li, devint émotif et partit précipitamment. Avant de quitter la résidence des Jeanne, Yuron dit à Yuan Bai que Jeanne Li était intelligente et talentueuse. De retour chez lui, Yuron ne cessait de penser à la ressemblance de Jeanne Li avec sa défunte femme, ce qui le perturbait profondément. Poussé au désespoir, il erra comme s'il était hanté, finissant par retourner déterrer la tombe de Jeanne Li au mont Xinsheng. Heureusement, Jeanne Li avait prévu cette possibilité et avait enterré la véritable Jeanne Li à sa place, s'assurant que personne ne la soupçonnerait. Quelque temps plus tard, le jour arriva enfin où Jeanne Li commença ses études à l'académie Mingye. Alors qu'elle et Jing Rui entraient dans l'académie, ils remarquèrent un homme marchand, absorbé dans un livre. Jeanne Li demanda qui il était et Jing Rui expliqua que l'homme s'appelait Ye Shijie, son cousin du côté de sa mère, la famille Ye. Shijie était l'un des meilleurs étudiants de l'académie,
connu pour être solitaire et concentré uniquement sur ses études, formant rarement des amitiés. Le deuxième jour de Janli à l'académie, Wenji s'approcha d'elle et l'invita à rencontrer le duc Su dans un restaurant. Lors de leur rencontre, le duc Su, qui devenait de plus en plus suspicieux de l'identité de Janli en tant que Swelly, expliqua que bien qu'ils aient des objectifs communs, leur méthode était différente. Non seulement cela, mais ayant une profonde compréhension du climat politique actuel, le duc Su l'avertit que la voie qu'elle empruntait comportait des dangers similaires à un tigre féroce devant et un précipice derrière. Cela signifiait que si Janli choisissait cette voie, il n'y aurait pas de retour en arrière. C'est pourquoi il lui conseilla de faire une pause et de réfléchir soigneusement à ses prochaines étapes. En écoutant les paroles menaçantes du duc Su, Janli se sentit curieuse du tigre féroce dont il parlait. Le lendemain matin à l'académie Mingye, Janli tenta de s'approcher de Shijie pour le convaincre de former une équipe avec elle. Bien que son invitation ait reçu une réponse froide, elle ne se découragea pas. Plus tard dans la journée, elle invita Shijie à une nouvelle rencontre, espérant le convaincre. Pendant ce temps, il fut révélé que la tension entre les familles Ye et Jeanne venait d'un incident survenu un an plus tôt. Lorsque la jeune Janli avait agi durement et insulté sa famille maternelle, qui n'était alors qu'une petite famille marchande. Tanger expliqua plus tard la vérité à Janli, qui clarifia alors à Shijie ce qui s'était réellement passé. Janli révéla que, jeune et naïve, elle avait été inconsciemment influencée par Shuran, qui l'avait délibérément tournée contre la famille de sa mère, semant ainsi la discorde entre les deux familles. Comprenant la vérité, Shijie s'adoucit enfin et accepta de rejoindre son équipe. Grâce à cela, l'équipe de Janli était désormais complète, comprenant elle-même Shijie, Liushu et Jingrui. Le jour suivant, une étudiante nommée Meng Gongjin causa des ennuis à l'équipe de Janli, en emmenant avec elle deux jeunes maîtres de la famille Li. À ce moment-là, ils proposèrent un pari pour l'examen annuel. Si l'équipe Li gagnait, Janli retournerait au hall de la Sainte Vierge, mais si elle perdait, l'un des jeunes maîtres de la famille Li jurerait de devenir moine. En se souvenant de ses souffrances passées, Janli accepta le défi. Cette décision choqua tous les présents. Beaucoup commencèrent à regarder Janli de haut, la jugeant folle de relever ce défi. Surtout depuis que le jeune maître Li avait systématiquement remporté la première place aux examens annuels pendant des années. Il semblait impossible qu'une jeune femme, nouvelle à l'académie, puisse surpasser ses érudits d'élite. De plus, la nouvelle se répandit dans toute la capitale, et l'événement devint un sujet de pari populaire. Peu après, avec le soutien de son père, Janli commença à montrer ses talents pour jouer du zité. Pourtant, en pleine performance, elle ressentit soudainement une douleur au poignet. En voyant cela, Jingrui et Tanger l'emmenèrent chez un guérisseur pour un examen. Pendant ce temps, le guérisseur informa Janli que la blessure ancienne à son poignet s'était enflée et lui conseilla de se reposer pendant un mois. Cette blessure était un rappel des chaînes et de la torture qu'elle avait endurée aux mains de la famille Shen. À l'approche de l'examen, tout le monde se préparait activement pour les tests annuels, qui n'étaient plus qu'à quelques jours. En même temps, Liushu s'exerçait au tir à l'arc. Plus tard, alors que Janli et Liushu discutaient, le duc Su apparut. Il s'avéra que la zone ouverte qu'ils utilisaient pour s'entraîner était son terrain de chasse habituel. En conséquence, le duc Su invita Janli à s'exercer au tir à l'arc avec lui. Sous la direction du duc Su, Janli réussit à atteindre la cible. Cependant, lorsqu'elle tenta de tirer seule, la douleur à son poignet revint. Remarquant cela, le duc Su suggéra à Janli de venir chez lui ce jour-là si elle voulait se rétablir rapidement. Peu après, à la résidence du général, Janli rencontra un guérisseur nommé Jiu-Iwei, connu pour sa méthode unique de guérison à l'aide de poison. Pendant le traitement, Jiu-Iwei remarqua que la blessure était grave. Elle produisit alors un scorpion venimeux pour le processus de guérison. Cette méthode causa une douleur extrême à Janli, et lorsque le venin du scorpion pénétra dans son corps, elle commença à halluciner. Plus tard, après le traitement, Jiu-Iwei informa le duc Su que Janli se rétablirait complètement dans les 2 jours. Mais pendant ce temps, elle devait éviter de jouer du zité. Quelques jours plus tard, l'examen annuel commença enfin, avec le premier test portant sur la littérature. En fonction des meilleures notes, Shijie et Li Jin passèrent à l'étape suivante. Pour déterminer le gagnant, ces 2 candidats s'affronteraient dans un test de connaissances donné par les examinateurs. Lors de la dernière manche, on leur poserait une question, et celui qui fournirait la réponse la plus précise à une question posée par le professeur Shen serait déclaré vainqueur.
La question posée à l'examen demandait une solution à un scénario dans lequel un nouvel empereur monte sur le trône alors que le poste de trésorier est vacant. Que la corruption gangrène le gouvernement et qu'une terrible sécheresse touche l'empire. En fin de compte, des solutions efficaces étaient nécessaires pour résoudre ces problèmes urgents. À ce moment-là, Shijie répondit rapidement, déclarant que le monde n'est pas intrinsèquement rempli de problèmes. Au contraire, les problèmes surgissent de l'incurie des individus. Il suggéra donc que la première étape soit de nettoyer le gouvernement, de punir les fonctionnaires corrompus et de récupérer les fonds détournés pour les remettre dans le trésor de l'État, qui pourraient ensuite être utilisés pour aider les victimes des catastrophes. En revanche, Li Jin avait un point de vue différent. Il s'accordait à dire qu'il fallait s'occuper des fonctionnaires corrompus, mais il soutenait qu'ils étaient également des figures essentielles dans le transport et la distribution des ressources. C'est pourquoi il proposa que l'empereur se concentre d'abord sur l'aide aux victimes des catastrophes. Sinon, ne pas répondre à la crise pourrait entraîner une perte de soutien populaire, menaçant ainsi la position de l'empereur. En se basant sur leur réponse, le professeur Shen décida que la solution de Shijie était la plus efficace. Il expliqua que les fonctionnaires corrompus ne sont jamais satisfaits. Une fois qu'ils goûtent au profit, ils ne renonceront jamais volontairement à celui-ci. Si cette cupidité persiste, elle nuirait non seulement au public, mais aussi ternirait la dignité de l'empereur. Le deuxième jour de l'examen, lors du deuxième tour, Jing Rui affronta Shen Ruyun. Pendant le match, Shen Ruyun se rendit compte que Jing Rui utilisait exactement les techniques que Sui Li lui avait un jour enseignées. À l'époque, à cause de son attitude agressive et arrogante pendant l'entraînement, Shen Ruyun s'était frustré par ses pertes répétées et n'avait jamais compris le dernier schéma nécessaire pour y faire face. En se souvenant de cela, Shen Ruyun perdit sa concentration et finit par s'évanouir, permettant à Jing Rui de gagner le deuxième tour. Le troisième jour, lors du troisième tour, l'équipe de Zhan Li affronta l'équipe de Hong Jin. Cette fois, Liu Shu eut du mal, car la tâche nécessitait un tir à l'arc depuis une hauteur, ce qui déclencha sa peur du vide. En conséquence, elle rata la cible plusieurs fois. Lors du dernier tour, l'un des partisans du jeune maître Li tricha en blessant Jing Rui, ce qui fit perdre l'équilibre à la corde soutenant Liu Shu, faillant la faire tomber. Pendant que l'équipe de Hong Jin frappait leur cible et célébrait leur victoire attendue, une flèche s'éleva soudainement, frappant la cible avec précision. C'était la flèche de Liu Shu, tirée dans une position inversée. Voyant cela, la foule fut stupéfaite, incapable de croire l'incroyable habileté que Liu Shu avait montrée. L'équipe de Zhan Li ayant remporté les 3 premiers tours, le dernier jour fut réservé à Zhan Li elle-même, qui devait affronter Ruo Yao lors de l'examen de Zité. Le jour tant attendu de Zhan Li arriva enfin. Le 4e jour, l'examen annuel se poursuivit avec un test de jeu de Zité. Zhan Li, entièrement préparé, arriva avec la détermination de gagner. Il fut révélé que, pour ce test, 5 examinateurs superviseraient les performances. Parmi eux se trouvait le professeur Xiao, un instructeur de Zité à l'académie, Jingong, un joueur de Zité renommé, Mianju, un musicien de la cour impériale. Yuron, l'érudit le plus estimé de la capitale, et le duc Su, un fonctionnaire gouvernemental issu d'une famille ayant une tradition militaire. Peu après, la compétition commença, chaque participant montrant ses meilleures capacités. Lorsque ce fut le tour de Ruo Yao, sa performance fut fascinante, captivant tous les spectateurs. Elle joua une pièce intitulée Le cygne sur les plaines du désert, réputée être l'une des chansons les plus difficiles du monde. Dans l'histoire de l'Académie Mingye, personne n'avait osé tenter cette pièce lors des examens annuels. Ce fut ensuite le tour de Zhan Li. Lorsqu'elle commença à jouer, certains étudiants la sous-estimèrent pour avoir choisi une vieille chanson folklorique moins populaire. Même les 5 examinateurs semblaient perplexes face à son choix. La pièce, intitulée Quand le tournesol fane, le sapin fleurit en blanc, racontait l'histoire d'une femme se lamentant sur son destin injuste. Avec sa mélodie mélancolique, la chanson véhiculait un profond sentiment de tristesse. Malgré la performance impressionnante de Zhan Li, 3 des juges la sous-estimèrent au début, la considérant inférieure à la pièce choisie par Ruo Yao. Cependant, à mesure que Zhan Li continuait de jouer, tout le public fut captivé par sa mélodie. Zhan Li avait tissé sa propre composition dans l'ancienne chanson folklorique, créant une atmosphère où chacun pouvait ressentir la tristesse et le profond désespoir présent dans la musique. À travers son zité, Zhan Li semblait exprimer la souffrance qu'elle avait endurée. Bien que ses mains fussent blessées, la douleur n'était rien comparée à ce que Zhan Li avait supporté au fil des années. À la fin de sa performance, ceux qui l'avaient initialement déprécié se retrouvèrent à applaudir,
reconnaissant son talent avec une véritable admiration. Peu après, le jugement final commença. Le premier examinateur et le duc Su votèrent pour Jeanne Li. Ensuite, les deux examinateurs féminins, auparavant soudoyés par Shuran, votèrent pour Ruo Yao. Avec le score égalisé, le vote décisif reposait sur Yuron. Finalement, Yuron donna son vote à Jeanne Li, couronnant ainsi son équipe comme la gagnante. En conséquence, la nouvelle de la victoire de Jeanne Li au premier rang de l'examen annuel se répandit rapidement dans toute la capitale. Malgré ses 10 années d'exil au hall de la Sainte Vierge, Jeanne Li avait réussi à surpasser les élites nobles. D'autre part, mécontente du succès de Jeanne Li, Shuran et la consort Li complotèrent contre elle. Prévoyant de la discréditer lors d'un banquet pour les étudiants de l'académie qui aurait lieu le soir même au palais. La consort Li, la sœur cadette de Shuran et la favorite de l'empereur, comptait piéger Jeanne Li et lui voler son honneur. Cette nuit-là, le banquet commença au palais, l'empereur remettant des prix à chacun d'eux. Pendant ce temps, Shijie reçut un poste au ministère des Finances, tandis que d'autres furent gratifiés de bijoux et de jade fin. Au milieu du festin, la consort Li fit discrètement signe à un serviteur. Après le départ de l'empereur, la princesse Wan Ning apparut, représentant l'empereur pour les accueillir. Jeanne Li, l'observant attentivement, commença à se demander si la princesse Wan Ning était derrière les actions de Yuron. En même temps, remarquant la ressemblance frappante entre Jeanne Li et Sui Li, la princesse Wan Ning se sentit obligée de proposer un jeu de tir à l'arc. Comprenant le comportement erratique de la princesse et souhaitant éviter tout chaos, Yuron se porta rapidement volontaire pour remplacer ses étudiants. Sentant le défi, la princesse Wan Ning donna l'ordre aux serviteurs de remplacer les flèches d'entraînement par de vraies flèches et exigea que Jeanne Li vise la théière tenue par Yuron. Alors que Jeanne Li tentait de stabiliser son attention, la princesse Wan Ning la poussa délibérément, ce qui fit dévier la flèche dangereusement près de Yuron. Heureusement, le duc Su arriva juste à temps pour sauver Yuron d'une blessure potentiellement fatale. Après que la situation se soit calmée, un serviteur du palais s'approcha de Jeanne Li avec une lettre. En même temps, un autre serviteur arriva pour verser du vin, qui avait secrètement été mélangé avec un médicament sur ordre de Ruo Yao. Pour encourager Jeanne Li à boire, Yue s'approcha d'elle, l'invitant à porter un toast. Peu après avoir bu, Jeanne Li se sentit étourdie et perdit connaissance. À cause de cela, Yue soutint Jeanne Li et la conduisit à l'écart. Pendant ce temps, Shijie fut également amenée dans la même pièce. Tout cela faisait partie d'un complot mené par la consort Li, Shuran, Ruo Yao et Yue pour piéger Jeanne Li et Shijie. Avec l'intention de les faire perdre le contrôle et de les amener à commettre des actes interdits. Heureusement, Jeanne Li et Shijie, sentant un comportement étrange autour d'eux, devinrent suspicieux. Réalisant la mauvaise intention derrière cela, ils quittèrent rapidement la pièce et prirent des chemins séparés. Lorsqu'Yue laissa Jeanne Li, elle trouva accidentellement une lettre tombée par terre. C'était une invitation de Zhou Yanbang, demandant à rencontrer Jeanne Li. Cette découverte enragea Yue, qui avait secrètement admiré Yanbang et avait prétendu être Jeanne Li pour le voir. Profitant de l'occasion, Yue alla rencontrer Yanbang elle-même. En même temps, dans son état d'ivresse et sous un éclairage faible, Yanbang, la prenant pour Jeanne Li, s'approcha d'elle de manière intime. D'autre part, Ruo Yao, sentant que c'était le moment parfait, suggéra à ses amis qu'elles explorent le palais pour trouver un endroit convenable pour le thé. Lorsqu'elles arrivèrent dans la pièce où Jeanne Li et Shijie avaient été, elles ne trouvèrent rien. Sans se décourager, Ruo Yao les conduisit dans une autre pièce. Soupçonnant quelque chose, elles entrèrent immédiatement, pour être témoins d'une scène inattendue où Yanbang et Yue étaient ensemble. Furieuse, Ruo Yao entraîna Yue dehors, la traitant de dévergondée et lui donnant une gifle. Malheureusement, la force du coup fit trébucher Yue et elle se blessa au visage. Le lendemain, l'empereur avertit le duc Su que la princesse Wan Ning ne se laisserait pas faire. L'empereur pressa le duc Su d'être vigilant, car la princesse Wan Ning pourrait très bien tenter de le tuer. Il ajouta que si le duc Su venait à mourir, il perdrait l'un des rares hommes de confiance à ses côtés. En fin de compte, le duc Su promit d'être prudent. Pendant ce temps, à la résidence de la princesse Wan Ning, un Yuron frustré lui demanda de cesser de déranger Jeanne Li, insistant sur le fait que Jeanne Li n'était pas Sui Li. Apparemment, Yuron avait vérifié cela lui-même en redéterrant la tombe de Sui Li au mont Xingsheng, où il confirma que le corps de Sui Li y était toujours. Malgré cela, le professeur Shen avait perdu toute dignité, ne pouvant résister à tout ce que la princesse Wan Ning exigeait. De son côté, Jeanne Li, estimant que son travail pour restaurer l'honneur de sa famille à la capitale était accompli,
envisageait de clarifier le malentendu entre les familles Jeanne et Ye. Pour ce faire, elle chercha à rencontrer l'oncle Ye, le frère cadet de sa défunte mère. Lors de leur conversation, Jeanne Li exprima son intention de visiter le lieu de naissance de sa mère, la ville de Luoyang. Par ailleurs, l'empereur et le duc Xu discutèrent de Lord Cheng, le demi-frère de l'empereur et le frère aîné de la princesse Wan Ning. Le duc Xu rapporta que les pratiques financières de Lord Cheng à la frontière nord étaient extravagantes, avec un recrutement continu de soldats et des achats de chevaux tout au long de l'année. Avec la coupure des financements de la capitale à Lord Cheng, le duc Xu était maintenant marqué pour être assassiné par lui. De plus, le duc Xu soupçonnait que le commerce illégal du sel ne représentait qu'une partie de leur source de revenus, croyant qu'il y avait une autre source de revenus encore plus cachée. En conséquence, le duc Xu décida de se rendre à Luoyang, où, selon les rapports, Lord Cheng avait établi un terrain d'entraînement spécial pour les assassins. En fin de compte, il avertit que, à moins que Lord Cheng ne soit arrêté avant de lancer une rébellion, les ministres loyaux servant l'empereur risquaient d'être ciblés et tués un par un. Après plusieurs jours de voyage, Jeanne Li et l'oncle Ye arrivèrent enfin à Luoyang. À ce moment-là, Jeanne Li ressentit quelque chose d'étrange, car la résidence était anormalement silencieuse, presque comme si elle était abandonnée. Elle soupçonnait que la famille Ye pourrait être en difficulté. En même temps, le duc Xu arriva également à Luoyang. Il commença son enquête dans un bordel, rencontrant une femme nommée Wu Lan pour recueillir des informations sur un homme nommé Chu Lan, un proche de Lord Cheng. Pendant ce temps, Jeanne Li était occupée à chercher une femme nommée Xiongzi, qui était connue pour travailler dans le bordel. Bien qu'ils fussent au même endroit, le duc Xu et Jeanne Li restèrent inconscients l'un de l'autre. Lorsque Jeanne Li trouva Xiongzi, elle exprima immédiatement son objectif, en savoir plus sur un homme nommé Sui Zhao. Xiongzi fut choquée à la mention de Sui Zhao, qui était censé être le frère cadet de Sui Li et considéré comme mort. Par le passé, Sui Zhao avait eu une liaison amoureuse avec elle. Xiongzi remit ensuite à Jeanne Li une carte que Sui Zhao lui avait laissée. Cependant, comme aucune des deux femmes ne comprenait son but, Jeanne Li demanda à Xiongzi de la garder. Se sentant redevable envers Sui Zhao, Xiongzi proposa d'aider Jeanne Li à trouver des informations sur la mort du juge Sui, le père de Sui Li. Le lendemain matin, à la résidence des Ye, Jeanne Li demanda à accompagner sa cousine, Jar, au magasin familial. Durant ce moment, ils trouvèrent l'oncle Mingyu en train de discuter avec un garde. Il fut révélé que l'oncle Mingyu était le plus jeune frère de la défunte mère de Jeanne Li. Sa mère, Ye-Zhen, était l'aîné, suivi de l'oncle Ye, puis de l'oncle Mingyu. Voir Jeanne Li troubla émotionnellement l'oncle Mingyu, car cela lui rappela sa sœur bien-aimée. Jeanne Li s'adoucit et quitta le magasin avec lui. Après son retour du magasin, des fonctionnaires envoyés par le maire de Luoyang arrivèrent, ayant l'intention d'arrêter l'oncle Ye pour un soi-disant meurtre lié à un cas de brocard. À cause de cela, Jeanne Li demanda des détails, et la famille Ye finit par s'ouvrir, expliquant qu'une rumeur avait circulé selon laquelle le brocard qu'il vendait pouvait tuer quiconque le portait. En une seule nuit, cette rumeur s'était répandue à travers Luoyang, incitant les clients à éviter le magasin et à retourner leurs achats. Malgré cela, la famille Ye avait déjà enquêté et découvert qu'un tissu provoquait des éruptions cutanées rouges lorsqu'il était touché. En conséquence, Jeanne Li suggéra à elle-même et à Jar d'examiner le tissu plus en détail. Le lendemain matin, ils arrivèrent au magasin pour trouver une foule réclamant qu'une vie soit payée pour une vie, affirmant que le brocard de la famille Ye avait causé la mort de quelqu'un. Lorsque Jar essaya de calmer la foule, quelqu'un lui lança un objet. Peu après, des fonctionnaires de l'agence de régulation arrivèrent, ayant l'intention d'arrêter Jar. La foule devint plus agitée, augmentant le chaos. Voyant cela, Jeanne Li prit les choses en main et s'adressa directement à la foule. Elle leur demanda d'où provenait la rumeur, et un individu en colère montra une éruption cutanée sur sa peau, affirmant qu'elle était causée par le port du brocard acheté au magasin. Grâce à son raisonnement habile, Jeanne Li remit en question la logique de leurs hypothèses, soulignant que le brocard qu'elle portait actuellement venait également de leur magasin et, comme il pouvait le voir, ne lui avait causé aucun tort. En utilisant son statut de fille aînée de l'archiviste impérial, un érudit de confiance de l'empereur Yan, Jeanne Li imposa les fonctionnaires et les agents de régulation, les défiant de faire des arrestations sans preuves suffisantes. Il s'avéra que les figures derrière l'agence de régulation et le maire de Luoyang étaient des membres de la famille Li. Après ce jour-là, sous les ordres de son père, le premier ministre Li Jin rencontra le maire, lui conseillant de ne pas avoir peur des menaces de Jeanne Li en tant que fille de l'archiviste.
mais de se concentrer uniquement sur l'exécution des ordres de son père. Le lendemain, la question du brocart fut davantage enquêtée par le bureau de tissage et de teinture. Ils découvrirent des traces de belladone toxique mélangées au tissu. Avec cette information, Jeanne Li demanda à l'oncle Mingyu de l'accompagner au marché noir pour traquer le fournisseur. Pendant ce temps, Jeanne Li et l'oncle Mingyu rencontrèrent le chef du marché, Lei Biao. Cependant, pour obtenir les informations dont ils avaient besoin, ils durent participer à un duel d'eau dorée, un concours de boissons où le perdant de chaque tour devait boire une coupe d'alcool. Le jeu consistait à lancer des dés, le plus haut résultat remportant chaque tour. Peu après, le jeu commença. Après plusieurs tours, Jeanne Li et l'oncle Mingyu furent complètement battus et trop fatigués pour continuer. Heureusement, le duc Su arriva de manière inattendue pour les aider. Avant que le duel ne reprenne, le duc Su salua Lei Biao en faisant référence à leur passé. Il fut révélé que Lei Biao avait été un général proche du général Mingan, le père du duc Su, mais qu'il avait été emprisonné pour collusion avec des criminels. Cependant, le général Mingan, sachant que Lei Biao avait été accusé à tort par le premier ministre Li, décida de le libérer, lui permettant de s'enfuir. Le duel continua, et encore une fois, Jeanne Li et le duc Su furent vaincus, peinant à élaborer une stratégie gagnante. Enfin, Jeanne Li remarqua que Lei Biao utilisait son Wi-Fi pour déterminer le nombre de dés. Ainsi, pour perturber ses sens, elle alluma des pétards, créant suffisamment de bruit pour le distraire. Sa stratégie fonctionna, et ils réussirent à le battre. En récompense, Jeanne Li obtint des informations sur le fournisseur de belladone. Après cela, le duc Su et ses deux subordonnés commencèrent à suivre Wu Lan dans l'espoir de capturer Chu Lan. Malheureusement, lors de la confrontation, Wu Lan, malgré ses années de loyauté, fut finalement tué par Chu Lan, et le duc Su échoua à le capturer. À l'aube, un groupe d'hommes envahit l'apothicaire de Dafan, tuant tout le monde à l'intérieur, laissant aucun survivant. Plus tard dans la journée, Jeanne Li et l'oncle Mingyu arrivèrent à l'apothicaire. Remarquant qu'elle semblait déserte, l'oncle Mingyu ordonna à ses hommes de forcer l'entrée et d'enquêter. Peu après, le maire de Luyan, accompagné d'agents de régulation, entra précipitamment, trouvant l'apothicaire en ruine, avec des corps éparpillés. L'associé de l'oncle Mingyu, qui était entré un instant plus tôt, fut immédiatement accusé du massacre. Tout cela se révéla être un piège orchestré par le maire et la famille Li. À cause de cet incident, la possibilité de prouver l'innocence de la famille Ye se réduisit encore. En même temps, Madame Ye, accablée, choisit finalement d'abandonner. Non seulement cela, mais pour garantir la libération de l'oncle Ye, elle décida de remettre la richesse que sa famille avait accumulée au fil des générations au maire. Ne souhaitant pas voir la famille Ye détruite, Jeanne Li chercha à obtenir de l'aide du duc Su. Pour la première fois, elle lui demanda de l'aider à récupérer la richesse de la famille Ye, qui avait été saisie par le maire. Grâce à l'aide du duc Su, le centre impérial de régulation de la capitale intervint, effectuant une inspection surprise pour enquêter sur l'affaire. Lors de la perquisition, ils trouvèrent des preuves de la richesse de la famille Ye dans le bureau du maire. Grâce à la brillante stratégie de Jeanne Li, la crise de la famille Ye fut résolue. Pendant ce temps, Jeanne Li put rencontrer sa grand-mère, qu'elle avait autrefois insultée durant son enfance. À ce moment-là, Jeanne Li s'agenouilla, s'excusant, mais sa grand-mère, qui l'aimait profondément, lui pardonna immédiatement, exprimant sa joie d'être réunie avec sa petite-fille. Après avoir surmonté divers défis, Jeanne Li et le duc Su se rapprochèrent. Jeanne Li confia alors ouvertement au duc Su qu'elle n'était pas Jeanne Li, mais en réalité Sui Li. Cependant, le duc Su répondit calmement, disant qu'il avait su depuis le début. Le lendemain, Jeanne Li reçut des nouvelles concernant Xiongzi et se rendit la voir. À son arrivée, elle fut choquée de constater dans quel état elle se trouvait. Xiongzi révéla que lors de son enquête, elle avait découvert que le père de Sui Li, le juge Sui, était toujours en vie. Elle expliqua qu'il y a quelques jours, des fonctionnaires de Hue Village étaient venus dans le bordel où elle travaillait, dont un homme nommé Feng Yutang. 3 femmes leur furent proposées, mais ils demandèrent spécifiquement une femme, Shuizu. Étant nouvelle, Shuizu ne devait que divertir, rien de plus. Bien qu'ils aient payé une grande somme, cela ne pouvait compenser le traumatisme infligé à Shuizu. En trouvant la fille profondément marquée par les abus, Xiongzi ressentit de l'empathie pour elle. Lorsque ces hommes revinrent, personne n'osa les divertir. Pourtant, déterminée à découvrir des informations sur le juge Sui, Xiongzi se sacrifia. En fin de compte, Xiongzi subit le même sort que Shuizu,
payant un prix élevé pour découvrir la vérité sur le père de Swelly. En entendant cela, Janli fut dévastée de témoigner de ce que Xiongzi avait enduré. Avant de mourir, Xiongzi remit à Janli une carte laissée par le frère cadet de Swelly. Peu après l'avoir remise à Janli, Xiongzi rendit son dernier souffle. D'un autre côté, l'un des subordonnés du duc rapporta que le loyer de Chulan à Luyan avait été payé avec des pépites d'or, suggérant une mine d'or à proximité. Après enquête, ils soupçonnèrent que la mine se trouvait près de Hue village. Sans plus tarder, ils se rendirent au village. En même temps, Janli, accompagné de l'oncle Mingyu, décida également de se rendre là-bas, le village où Swelly était né et avait grandi. À leur arrivée, ils trouvèrent le village dans un état de désolation, presque abandonné. Les rues étaient vides et les gens sortaient rarement. Pour découvrir ce qui se passait réellement, l'oncle Mingyu provoqua délibérément une perturbation dans un casino local, attirant ainsi l'attention des habitants. Comme prévu, il fut rapidement arrêté et emmené au tribunal du village. Avec un alibi pour garantir la libération de son oncle, Janli se rendit au tribunal, où elle rencontra Feng Yutang, désormais juge. Après avoir payé une somme d'argent, son oncle fut enfin libéré, révélant à quel point les fonctionnaires du tribunal de Hue village étaient corrompus. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une vieille femme heurta soudainement Janli et lui remit discrètement une lettre. De retour dans leur logement, Janli examina la lettre de la femme muette, Zining, qui contenait une adresse. Le lendemain, pour éviter les soupçons, Janli demanda à Tonger de se déguiser en Janli, tandis qu'elle se rendait rencontrer Zining. Lors de leur rencontre, Janli apprit que Zining avait seulement prétendu être muette pour rester au tribunal et surveiller secrètement le juge Sui, emprisonné par Feng Yutang. Le plan suivant était de trouver quelqu'un qui connaissait les raisons derrière la tragédie qui avait frappé la famille de Swelly. Selon Zining, ces personnes étaient retenues captives par Feng Yutang dans un endroit appelé les Terres debout, étroitement surveillé par ses hommes. En conséquence, la seule option était de solliciter l'aide du duc Su. D'autre part, les subordonnés du duc Su rapportèrent qu'ils avaient localisé un lieu probable de la mine d'or. Pendant leur discussion, Janli arriva et expliqua sa mission. Réalisant qu'ils enquêtaient sur la même affaire, spécifiquement les Terres debout, le duc Su partagea ses soupçons sur l'emplacement de la mine d'or dans cette région. Cependant, les hommes du duc Su mentionnèrent leurs difficultés à cause de l'absence d'une carte détaillée de la mine. À l'évocation d'une carte, Janli se souvint de la carte donnée par Xiongzi. Cette carte se révéla être celle de la mine d'or laissée par le frère cadet de Swelly. Le lendemain matin, Janli, le duc Su et Luji partirent pour les Terres debout. À leur arrivée, ils s'introduisirent discrètement par un passage secret. S'aventurant plus loin, ils entendirent des voix, qui s'avérèrent être celles de 2 gardes en patrouille. Après avoir assommé les gardes, le duc Su et Janli se déguisèrent en vêtements de garde. Finalement, ils atteignirent une zone où ils purent voir les villageois de Hue enfermés et forcés de travailler dans la mine. À ce moment-là, Janli commença à établir le lien entre le massacre de sa famille, la mine d'or, Yuron et la princesse Wanning. Apparemment, le juge Sui avait été un fonctionnaire honnête et juste, mais avec la mine située à Hue village, ils avaient éliminé sa famille pour transformer la mine en une source de revenus importante pour les rebelles. C'est pourquoi les membres de la famille de Swelly avaient été assassinés. En résumé, Janli et le duc Su finirent par retrouver ses 2 cousins, Kaiwen et Yongrui. Swelly révéla sa véritable identité, expliquant qu'elle portait désormais le nom de Janli. Ensemble, ils s'échappèrent discrètement par le passage secret qu'ils avaient utilisé plus tôt. Peu après, 2 gardes en patrouille tombèrent sur les gardes inconscients et dévêtus, réalisant que des intrus s'étaient infiltrés dans la mine. À cause de cela, l'alarme fut donnée, et des gardes commencèrent à bloquer les sorties, obligeant Janli et ses compagnons à se frayer un chemin. Juste au moment où de nouveaux gardes arrivaient en renfort, les subordonnés du duc Su apparurent, détournant l'attention des gardes, permettant au duc Su et aux autres de s'échapper. Pendant ce temps, au tribunal de Hue village, Feng Yutang punissait ses subordonnés pour avoir échoué à surveiller Janli. Non seulement cela, mais Zining, qui avait précédemment transmis des informations sur les Terres debout à Janli, fut également découverte. Se prouvant être un véritable démon sous forme humaine, Feng Yutang tua brutalement Zining de manière inhumaine, en la jetant à ses chiens sauvages en cage pour qu'ils la déchiquettent vivante. Plus tard dans la nuit, au tribunal de Hue village, Feng Yutang et ses compagnons festoyaient comme si de rien n'était, faisant la fête avec leurs richesses volées. Quelques instants plus tard, le duc Su et son équipe attaquèrent les portes du tribunal pour arrêter Feng Yutang pour exploitation illégale de la mine d'or.
De manière inattendue, Feng Yutang répliqua en menaçant de tuer le juge Sui. Il fut révélé que le juge Sui était dans un état misérable, souffrant de tortures des années et montrant des signes de traumatisme sévère et de maladie mentale. Voyant la disposition de Feng Yutang à nuire au juge Sui, le duc Su fut contraint de reculer. Alors que Feng Yutang et ses hommes s'enfuyaient, le duc Su, qui avait anticipé ce retournement de situation, avait placé des hommes stratégiquement. Au milieu du chaos, Feng Yutang commença soudainement à ressentir les effets du poison, grâce à un subordonné du duc Su qui avait été chargé d'administrer le poison plus tôt. Consommé par la colère et un désir ardent de vengeance, Zhan prit un couteau et s'approcha de Feng Yutang, le poignardant lentement. Le premier coup était en mémoire de son père et de son jeune frère, le second pour Zining, le troisième pour les fonctionnaires que Feng Yutang avait lésés. Le quatrième pour les habitants de Hue Village, et le dernier pour la souffrance qu'il avait causée à Xiongxi. Peu après, plusieurs hommes sous les ordres du premier ministre Li arrivèrent et lancèrent une attaque. Au milieu du chaos des flèches, il devint clair que la véritable cible était Feng Yutang lui-même. À la suite de l'incident, pour empêcher le juge Sui d'être condamné à mort, Zhan Li, accompagné des villageois de Hue, se rendit à la capitale pour que l'affaire soit entendue directement par l'empereur. Sur leur chemin, ils firent une brève escale dans la ville de Dingzhou, pour y découvrir une situation dévastatrice. Les gens mouraient de faim, assez désespérés pour recourir au vol. Cette nuit-là, sentant que la situation à Dingzhou était dangereuse, Zhan Li décida qu'ils devaient partir immédiatement. Alors qu'ils étaient sur le point de s'échapper, plusieurs individus suspects incitèrent les habitants à bloquer la carriole de Zhan Li. Juste au moment où il semblait qu'ils allaient leur faire du mal, Shi Jie et Jing Rui arrivèrent à temps, apportant de grandes quantités de nourriture pour détourner l'attention de la foule. Alors que les gens se précipitaient pour la nourriture, le juge Sui descendit de la carriole pour séparer une bagarre entre deux hommes. Malgré son état mental fragile, le juge Sui fit preuve de gentillesse. En voyant cela, Zhan Li se rappela les jours où son père servait de juge à Hue Village. Il lui avait un jour dit qu'il considérait son peuple comme ses propres enfants. Cela incita Zhan Li à retourner en ville, déterminé à résoudre la crise alimentaire de Dingzhou. De retour à la capitale, il devint clair que ceux qui avaient tenté d'arrêter Zhan Li à Dingzhou étaient des agents du premier ministre Li, agissant sur les ordres de la princesse Wan Ning. Il fut révélé que les forces derrière le massacre de la famille de Sui Li, la mine d'or et la famine à Dingzhou étaient toutes orchestrées par la princesse Wan Ning et des fonctionnaires corrompus, complotant pour se rebeller contre l'Empire Yan. Alors que la situation à Dingzhou devenait de plus en plus désespérée, les habitants qui n'avaient pas mangé depuis des jours étaient dans une position où ils n'étaient pas en mesure d'écouter. S'emparant de l'occasion, les agents du premier ministre Li incitèrent la population affamée à capturer Zhan Li. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, la famille Ye arriva, annonçant avoir apporté une grande quantité de nourriture pour le peuple. Grâce à cela, l'ordre fut finalement rétabli dans la ville. Peu après, Zhan Li et les villageois de Hue arrivèrent à la capitale. À leur entrée dans la ville, Zhan Li fut accueilli par les fonctionnaires de la cour impériale, venus pour son arrestation. Sur la base d'accusations selon lesquelles elle aurait aidé un fugitif condamné à mort. Cependant, avant d'être emmené, Zhan Li demanda la permission de frapper le tambour de plainte, un moyen traditionnel de demander justice. Dans ce moment solennel, la neige commença à tomber, émouvant profondément les spectateurs alors que Zhan Li réclamait avec passion justice pour sa famille. À chaque coup de tambour, elle appelait, suppliant que le vent porte ses mots, que les cieux reconnaissent la loyauté face à la trahison. Alors qu'on s'apprêtait à l'emporter, les villageois de Hue, un par un, s'avancèrent pour frapper le tambour et répéter ces mots, unis dans sa quête de justice. Un certain temps plus tard, le jour du procès arriva. En présence de l'empereur, le ministre Zhou, chef de la cour impériale, demanda à Zhan Li de présenter ses preuves. Cependant, Zhan Li expliqua qu'elle n'en avait pas et se tourna soudainement pour demander à l'empereur de punir le juge Sui. Les fonctionnaires murmurèrent, pensant que Zhan Li avait abandonné. Pour appuyer cela, le fonctionnaire Wei, qui avait précédemment traité l'affaire du juge Sui, témoigna, affirmant qu'une somme de 5000 taels, provenant de la corruption du juge Sui, avait été trouvée dans sa résidence. Il mentionna également le témoin Feng Yutang, mais Zhan Li défia cela, demandant que les fonctionnaires comparent les biens du juge Sui et de Feng Yutang. Zhan Li indiqua ensuite qu'après 10 ans de service, le juge Sui n'avait ni résidence privée, ni terre, et que les 5000 taels étaient apparus inexplicablement chez lui. En revanche, Feng Yutang, qui n'avait servi qu'une seule année,
possédait plus de 40 propriétés privées et de vastes terres agricoles, totalisant plus de 200 000 taels. Face à cette constatation, Janli remettra en question le sens de la logique des fonctionnaires, soulignant l'absurdité de comparer les 5 000 taels sales du juge Sui avec les 200 000 taels propres de Feng Yutang. Refusant de céder, le fonctionnaire Wei argumenta que, quel que soit le montant, le juge Sui restait coupable de corruption. En réponse, Janli appela les villageois de Hue à témoigner en faveur du juge Sui. Un par un, ils racontèrent sa gentillesse, comment il avait aidé une veuve et son enfant, payé les frais de scolarité pour les enfants pauvres, protégé les opprimés, et bien plus. Certains offrirent même de parier leur vie sur la véracité de leurs paroles. Pourtant, le fonctionnaire Wei, allié au premier ministre Li, tenta de discréditer Janli, suggérant que les villageois avaient été soudoyés pour mentir. Cependant, l'empereur interrompit, soulignant que les arguments et les preuves de Janli étaient rationnels et convaincants. De ce fait, il rendit la décision que le juge Sui était innocent. Toutefois, pour sa dernière pièce à charge, Janli présenta le juge Sui lui-même devant l'empereur, montrant son état mental fragile. Résultat de longues années de prison et de torture infligées par Feng Yutang. En fin de compte, avec la décision de l'empereur, les noms du juge Sui et de Janli furent lavés de toute accusation. Peu après le verdict, la princesse Wan Ning apparut, provoquant un tumulte. Elle accusa Janli de tromper tout le monde, révélant que son véritable nom était Sui Li et l'accusant d'avoir tué la véritable Janli. Pour étayer sa revendication, la princesse Wan Ning fit venir le chef des Yun en tant que témoin. À ce moment-là, le chef des Yun confirma les paroles de la princesse, mais Janli répliqua en appelant un ancien subordonné de Daeyun, qui témoigna que la Janli actuelle était bien la véritable Janli. Au milieu du tumulte, l'empereur ordonna aux gardes de mettre fin à la folie de la princesse Wan Ning et de l'arrêter. Cependant, la princesse Wan Ning, furieuse d'être traitée de la sorte, devint encore plus défiant, saisissant l'épée d'un soldat et tentant de frapper Janli. À ce moment-là, Yuanbai intervint rapidement en tant que bouclier pour sa fille. Heureusement, le duc parvint à stopper la furie de la princesse Wan Ning juste à temps. Après l'incident, l'empereur décréta que la princesse Wan Ning devait être confinée au palais indéfiniment, sans permission de sortir. Pendant ce temps, à la frontière nord, nous rencontrons le seigneur Cheng, le frère aîné de la princesse Wan Ning, qui avait été assigné depuis longtemps à la défense des frontières. Son subordonné, Chu Lan, arriva pour l'informer des récentes actions de la princesse Wan Ning au palais, ainsi que des nouvelles de la saisie de la mine d'or par le gouvernement impérial. À la suite de l'incident au palais, la princesse Wan Ning planifia désormais d'utiliser Shuran pour briser Janli, cherchant à exploiter ses points faibles. Une tactique que la princesse Wan Ning employait fréquemment. Cette fois, suivant les conseils de la princesse, Shuran rendit visite au chaman impérial de Yan, Li Wenche. En le voyant, Shuran fut stupéfaite. L'homme devant elle était son ancien amant, qu'elle avait cru mort après que son père ait interdit leur union et l'ait prétendument fait tuer. Choqué, Shuran réalisa qu'il avait survécu tout ce temps. Pendant ce temps, un autre conflit éclata à la salle ancestrale de la famille Zhang. Après que les hommes eurent terminé leur rite, Janli s'avança soudainement pour rendre hommage à sa défunte mère. Cet acte enfreignait le protocole familial, car les femmes étaient traditionnellement interdites de pratiquer les rites ancestraux. À ce moment-là, Yuanbai ne s'en souciait pas particulièrement, mais Shuran fut outré et insista pour traîner Janli dehors. Lors de leur confrontation, une femme apparut soudainement et attaqua Shuran. La femme se révéla être la concubine de Yuanbai, la consort Wu, qui souffrait d'instabilité mentale et avait été confinée au temple. Par le passé, la consort Wu avait été enceinte avant l'épouse de Yuanbai, mais Lady Zhang, craignant que l'enfant ne soit celui d'une concubine, avait cherché à faire avorter l'enfant. Cependant, la mère de Janli, connue pour sa bonté, défendit la consort Wu, suppliant qu'elle puisse garder son enfant. Après la mort de la mère de Janli, la famille Zhan changea radicalement. Yuanbai épousa bientôt Shuran, et peu après, la fille de la consort Wu, Yuer, fut signalée noyée en jouant. Cet événement tragique laissa la consort Wu mentalement instable. Le jour suivant, Janli, à la fois curieuse et inquiète, décida de rendre visite à la consort Wu. Lors de leur conversation, la consort Wu se comporta normalement, révélant qu'elle avait feint la folie tout ce temps. Les soupçons de Janli furent confirmés, et elle demanda à la consort Wu d'expliquer ce qui s'était réellement passé, car la consort Wu avait été l'une des plus proches compagnes de sa mère. Enfin, la consort Wu se confia, avouant qu'il y a des années, lorsque les jeunes Ruo Yao et Yuer se disputaient un jouet,
Ruo Yao commença à pleurer. Shuran, voyant cela, lui enleva brutalement le jouet, faisant tomber Yuer et entraînant tragiquement sa mort. Pour dissimuler son crime, Shuran se débarrassa du corps de Yuer, accusant sa servante personnelle, qui fut ensuite exilée et disparue. Plus tard cette nuit-là, à la résidence Jan, sous les ordres de Shuran, Tante Sun prépara une soupe empoisonnée. Après que Ruo Yao l'eut bu, Tante Sun avoua qu'elle avait été forcée de le faire. Réalisant qu'elle avait été empoisonnée, Ruo Yao attrapa Tante Sun et exigea de savoir ce qu'elle avait mélangé. Au matin, la famille Jan, voyant l'état de Ruo Yao, s'alarma. Shuran commença alors son jeu, affirmant qu'une force surnaturelle était à l'œuvre. Convainquant la famille de cela, Shuran arrangea la visite du chaman impérial. Peu après, le chaman arriva et assura la famille Jan que Ruo Yao était effectivement attaqué par un esprit maléfique. À la tombée de la nuit, il commença un rituel, désignant finalement Jan Li et déclarant que l'esprit malveillant résidait en elle, un esprit du mont Xinsheng. Pour réaliser un exorcisme, il demanda au ministre Zhang de lui accorder la permission de prendre Jan Li avec lui. Au milieu de ce tumulte, Jan Li décida de renverser la situation en feignant d'être possédée, agissant comme si l'esprit de Yuer l'avait envahi. Elle cria, pointant du doigt et suppliant de ne pas être tuée. Shuran, ne voulant pas être exposé, poussa le chaman à agir rapidement. Il s'avança pour frapper, son épée dirigée vers Jan Li, lorsque Tanger apparut soudainement, la protégeant. En même temps, la panique s'empara des témoins qui fuyaient la scène. Malgré le sacrifice de Tanger, le chaman ne céda pas, tentant à nouveau de tuer Jan Li. Tanger, blessé, continua de défendre Jan Li, se mettant en danger. Juste lorsque la situation devenait incontrôlable, les subordonnés du duc Xu arrivèrent, engageant le chaman en combat et réussissant à le blesser. Fuyant, le chaman emmena Shuran avec lui. En voyant Tanger succomber, Jan Li fut submergé par la douleur de perdre sa plus proche alliée. En même temps, le chaman et Shuran ne purent s'échapper bien loin, car le chaman succomba finalement à ses blessures. Peu après cette série d'événements choquants, 2 serviteurs découvrirent que la consort avait fait l'impensable, laissant un message révélant la vérité longtemps cachée. Zhen Zhen avait été tué par Shuran. Face à ce tumulte, la famille Jan condamna Shuran à l'enfermement. Lorsque Jan Li lui rendit visite, elle commença à confronter Shuran, lui instillant la culpabilité et lui racontant toutes ses mauvaises actions dans sa quête de pouvoir au sein de la famille Jan. Jan Li rappela ensuite à Shuran les meurtres qu'elle avait commis, Zhen Zhen, la fille de la consort et même Jan Li elle-même. En entendant cette confession, Shuran fut secoué. Hanté par les paroles de Jan Li, Shuran sombrera dans la folie. Pendant ce temps, la tension politique à la cour impériale s'intensifia. Avec la perte d'influence de la famille Jan, la plupart des fonctionnaires se rangèrent désormais du côté de la princesse Wan Ning et de Lord Cheng, faisant pression sur l'empereur pour qu'il honore le retour de Lord Cheng. La position des fonctionnaires amena l'empereur et le duc Xu à réaliser que Lord Cheng se préparait probablement à une rébellion. Pour contrer cette menace, ils planifièrent de former une alliance avec l'empire Zhao. Si les 2 empires pouvaient s'unir, ils n'auraient pas à craindre la force des troupes du nord de Lord Cheng. Après tous ces efforts, protéger sa famille dans le village de Hue, restaurer l'honneur de Jan Li en tant que fille de l'archiviste, réunir les familles Jan et Ye, et venger les crimes de Shuran dans le meurtre de la mère de Jan Li et de Jan Li elle-même, Sueli était prête à affronter Yuron pour régler ses anciennes rancunes. Elle décida alors d'utiliser la réception pour l'alliance avec l'empire Zhao comme une opportunité. Avec l'aide de Shijie pour parler à l'empereur, Jan Li fut choisi pour jouer du Qin aux côtés de Yuron lors de l'événement. Lorsque la princesse Wan Ning apprit cela, elle envoya des assassins pour tuer Jan Li après sa répétition de cette nuit-là. Heureusement, Yuron intervint juste à temps, sauvant Jan Li de tout danger. À son retour à la maison, le duc Xu la confronta, remettant en question sa décision risquée de provoquer la princesse Wan Ning. Le duc Xu lui conseilla ensuite d'annuler sa performance avec Yuron, craignant que la princesse Wan Ning n'aille jusqu'à utiliser la violence, voire le meurtre, pour empêcher Jan Li de s'approcher de Yuron. Cependant, Jan Li estima qu'elle n'avait pas le choix. Frustré, le duc Xu partit, inquiet pour sa sécurité. Le lendemain, l'empereur de l'Empire Zhao arriva sous un grand accueil. Ce soir-là, il assista à une performance de Jan Li et Yuron, qui interprétèrent un morceau traditionnel représentant l'histoire commune des 2 empires. De retour à la résidence Shen, les préparatifs étaient en cours pour célébrer le succès de leur performance, tous les étudiants de l'académie étant invités, y compris Jan Li. Pendant l'événement,
Jeanne Li se glissa discrètement pour errer sur le domaine, hantée par les souvenirs de son passé douloureux. Bientôt, Euron s'approcha, révélant qu'il avait su depuis le début qu'elle était réellement Swae Lee. Jeanne Li confirma cela, admettant sa véritable identité. À ce moment-là, Euron avoua son regret d'avoir enterré Swae Lee vivante et divulgua que c'était Shuran et Ruo Yao qui l'avaient piégée dans l'affaire qui l'avait ruinée. Cependant, Euron affirma qu'il ne pouvait pas la défendre à l'époque, car la princesse Wan Ning avait menacé de tuer Shuran et Ruo Yao s'ils ne se conformaient pas. Esséurée par ces excuses, Jeanne Li était révoltée, ce qui ne fit qu'exciter les avances inappropriées de Euron. Heureusement, Shijie arriva juste à temps pour intervenir. Jeanne Li demanda rapidement à Shijie de partir, craignant que la famille Ye ne soit encore une fois en danger à cause des politiques impériales. Puisque la princesse Wan Ning et Lord Cheng étaient derrière Euron. Plus tard, Jeanne Li rapporta les actions de Euron, ce qui conduisit à son arrestation par la haute cour. La nouvelle parvint bientôt à la princesse Wan Ning, qui convoqua Jeanne Li à sa résidence, la menaçant de retirer ses accusations et de restaurer la réputation de Euron. Plus tard, la princesse Wan Ning utilisa Sui Zhao, qu'elle avait secrètement emprisonné, comme levier, menaçant de le tuer si Jeanne Li ne se conformait pas. Se sentant impuissante, Jeanne Li devint anxieuse et repliée pendant le procès de Euron à la haute cour. Sous une pression intense, Jeanne Li finit par retirer ses accusations, ce qui la mena à être accusée de diffamation envers un fonctionnaire impérial et emprisonnée. À sa sortie de prison, Euron se rendit directement chez la princesse Wan Ning, lui suggérant une proposition de mariage à l'empereur pour contrôler Jeanne Li. Initialement, la princesse Wan Ning s'opposait à l'idée, mais après la persuasion de Euron, elle accepta à contre-cœur. Pour assurer le succès du plan, la princesse Wan Ning donna pour instruction à la consort Li de persuader l'empereur d'approuver le mariage, menaçant de révéler l'implication de la consort Li dans un crime passé si elle refusait. Comme prévu, l'empereur donna son accord pour le mariage, et Jeanne Li fut libérée. Lorsqu'elle rencontra Euron, qui l'attendait après sa libération, il lui expliqua le décret de l'empereur pour leur mariage. Cependant, Jeanne Li ne ressentait rien d'autre que du dégoût à l'idée d'épouser Euron. Pendant ce temps, le duc Su, refusant de rester inactif, poursuivit son enquête et découvrit que la princesse Wan Ning faisait chanter la consort Li en utilisant un témoin qui la reliait à la mort de l'impératrice consort. Poussant plus loin, le duc Su finit par obtenir le témoignage du serviteur. Il escorta ensuite Jeanne Li au palais impérial de Yan. À leur arrivée, Jeanne Li rencontra la consort Li, révélant le témoignage obtenu par le duc Su. La consort Li, surprise, demanda qui soutenait Jeanne Li pour lui permettre d'avoir un tel libre accès au palais et d'obtenir aussi facilement des preuves. Cependant, Jeanne Li répondit simplement que cela n'était pas important. Pour l'instant, elle avait besoin de son aide pour le banquet d'anniversaire du lendemain. Ce soir-là, le duc Su rendit visite à la princesse Wan Ning, feignant d'être épris d'elle. Il lui demanda d'annuler l'accord de mariage en échange du médaillon des guerriers Longwu. Les soldats Longwu étaient des combattants d'élite dans l'Empire Yan. Offrir le médaillon signifiait risquer un changement de pouvoir. En réalité, le duc Su et l'empereur utilisaient cela comme une ruse pour provoquer Lord Cheng en rébellion. Lors du banquet d'anniversaire de la consort Li, Jeanne Li utilisa son opportunité de performance pour jouer Hué Village, une chanson qui éveilla des souvenirs du passé de Euron. Le plan, élaboré avec l'aide de la consort Li, réussit à troubler Euron. Au milieu de l'événement, la princesse Wan Ning, sans le réaliser, but du vin spécialement préparé par la consort Li. Le lendemain matin, la princesse Wan Ning se réveilla en se sentant mal. Lorsqu'elle fut examinée par le médecin royal, ce dernier parut alarmé et rapporta, hésitant, qu'elle était enceinte. Ce qui contredisait un précédent diagnostic affirmant qu'elle ne pourrait jamais concevoir. Furieuse de cette révélation, la princesse Wan Ning ordonna à ses gardes d'exécuter le médecin, Zhang. Malgré cela, la nouvelle de sa grossesse parvint bientôt au duc Su et à Jeanne Li. Tout cela faisait partie du plan de Jeanne Li avec l'aide de la consort Li. Le vin contenait un poison qui imitait les symptômes de la grossesse, et l'effet disparaîtrait dans un mois. La scène suivante montre un aperçu du passé tragique de la princesse Wan Ning, révélant la douleur qui l'a façonnée en la personne qu'elle est devenue. En tant que première princesse de l'Empire Yan, elle fut envoyée au camp de l'Empire Dé en tant qu'otage politique. Son séjour là-bas fut horrible, elle fut torturée, traitée comme une servante et forcée de satisfaire les désirs dépravés de l'empereur Dé. Pire encore, on lui refusa un abri de base, la laissant dormir dehors dans le froid, comme si elle était un animal. Finalement, la princesse Wan Ning tomba enceinte suite aux abus.
Ne souhaitant pas porter l'enfant, elle choisit de mettre fin à sa grossesse. Ce traumatisme la marqua profondément, alimentant son comportement impitoyable envers les autres comme mécanisme de défense. De retour dans la capitale de l'Empire Yan, les rumeurs concernant la grossesse de la princesse Wan Ning se répandirent rapidement. Pour stopper la propagation du scandale, Yuron rendit visite à la princesse Wan Ning et suggéra qu'elle épouse Li Jin, dont la noblesse en ferait un meilleur mariage. Cette suggestion écrasa la princesse Wan Ning, qui réalisa que Yuron ne reconnaîtrait jamais leur relation. Le lendemain, un mariage soudain entre la princesse Wan Ning et Li Jin eut lieu, laissant les témoins spéculer sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une tentative pour stopper les rumeurs sur la grossesse de la princesse Wan Ning. Cette nuit-là, un vieil homme arriva à la résidence du duc Xu. Cet homme n'était autre que le général Xiao Dashuan, le grand-père du duc Xu. Peu après, le duc Xu rentra chez lui. Trouvant son grand-père là, il réprimanda immédiatement Wenji pour avoir permis à un étranger d'entrer. Il devint évident qu'il y avait une tension entre le grand-père et le petit-fils. Pendant ce temps, dans le foyer d'Eli, la princesse Wan Ning, qui avait une nature dominatrice, traitait son nouveau mari, Li Jin, comme un serviteur, malgré son origine noble. Lorsque Li Jin essaya de se défendre, la princesse Wan Ning le gifla, ce qui le poussa à déclarer qu'il n'était pas comme Yuron, son chien de compagnie, et qu'il venait d'une famille noble respectée. Il s'enfuit alors, sans savoir quelles conséquences ses actions entraîneraient. Submergée par la colère, la princesse Wan Ning souffrit de douleurs abdominales. Lorsqu'elle fut examinée, le médecin informa le premier ministre Li qu'elle avait fait une fausse couche. Dévastée, la princesse Wan Ning jura de tuer Li Jin. Pour protéger son fils, cependant, le premier ministre Li décida de se rebeller contre elle. Au milieu de cette tourmente, Yuron arriva et expliqua qu'ils étaient tous tombés dans un piège. Il révéla que la consort Li avait aidé Zhan Li à tromper la princesse Wan Ning avec un poison qui imitait les symptômes de la grossesse. Plus tard, à la résidence du duc Xu, Zhan Li, apprenant la relation tendue entre le vieux général et le duc Xu, chercha à réconcilier les deux. Lors de leur conversation, le vieux général divulgua la vérité. Son fils, le général Mingan, avait été trahi par Lord Cheng lors d'une bataille contre l'Empire Dai. À l'époque, le général Mingan et ses 100 hommes avaient été laissés pour morts lorsque Lord Cheng leur coupa leur route d'évasion, les abandonnant face aux forces écrasantes des Dai. Le vieux général était resté silencieux toutes ces années pour protéger le jeune duc Xu, car Lord Cheng avait menacé d'éliminer toute sa famille s'il parlait. Quelques jours plus tard, avec les forces de Lord Cheng qui se rapprochaient de la capitale, Yuron rendit secrètement visite à ce dernier sous le couvert de la nuit. Il fut révélé que Yuron avait orchestré dès le début les tactiques et les plans de la rébellion. Cette fois, Yuron proposa une nouvelle stratégie, simuler la mort de la princesse Wan Ning et accuser l'empereur, ce qui servirait de justification pour leur soulèvement. Le lendemain, Lord Cheng arriva dans la capitale et fut accueilli par l'empereur et les fonctionnaires de la cour impériale. Lors de la cérémonie de culte ancestral impérial, les 3 frères et sœurs royaux, l'empereur, Lord Cheng et la princesse Wan Ning, prièrent ensemble. Dans un flashback, il fut montré que l'empereur actuel était le fils légitime et l'héritier désigné de l'empereur précédent, tandis que Lord Cheng et la princesse Wan Ning étaient les enfants de la grande consort. Il fut également révélé que la mort de l'empereur précédent n'était pas due à une maladie, mais qu'elle était le résultat de la vengeance de la princesse Wan Ning, qui avait tué son père par ressentiment d'avoir été envoyé comme otage à l'Empire Dai. Pendant ce temps, une nouvelle crise éclata lorsque Zhan Li fut capturée et prise en otage par la princesse Wan Ning. Poussé par ses sentiments persistants pour Zhan Li, Yuron tenta audacieusement de la libérer, en la droguant et en l'emmenant avec lui. Juste à ce moment-là, la princesse Wan Ning apparut, déterminée à les arrêter. Se sentant trahie, elle rendit l'éventail qu'Yuron lui avait autrefois donné et, dans un geste choquant, l'utilisa pour accomplir l'impensable. En conséquence, la princesse Wan Ning mourut instantanément. Après cela, Yuron remit le corps de la princesse Wan Ning à Li Jin, lui donnant un prétexte pour inciter à la rébellion. Yuron cacha ensuite Zhan Li dans la résidence d'Eli. Peu après son départ, les alliés du duc Xu, le vieux général et les Biao, arrivèrent pour la sauver. Dans la salle de banquet impériale, Li Jin présenta le corps de la princesse Wan Ning, prétendant à tort que l'empereur l'avait assassinée. Utilisant sa mort comme levier, il incita la cour à venger la première princesse. Finalement, les forces rebelles commencèrent à attaquer la capitale de tous les côtés. Pour assurer la sécurité de l'empereur, Lu Ji prit en charge son escorte hors de la ville. À la porte principale,
Yuron ordonna aux soldats d'élite Longwu d'ouvrir la porte, permettant aux forces de la frontière nord de pénétrer. Juste au moment où les troupes du nord commencèrent leur attaque, des renforts de l'Empire Zhao, dirigés par Xiao Yiwei, arrivèrent. À ce moment-là, ils unirent immédiatement leurs forces, combattant et finissant par vaincre Chulan. De son côté, le duc Xu, conscient de l'approche des soldats Longwu vers le palais, se hâta de les distraire, menant les soldats loin de la capitale. Coincé et prêt à faire sa dernière résistance, le duc Xu se retrouva moqué par Yuron, qui le ridiculisa en prétendant qu'il n'avait personne de son côté. Mais la confiance de Yuron se brisa lorsque Zhanli apparut soudainement, déclarant qu'elle était prête à mourir avec le duc Xu. Elle montra ainsi une véritable loyauté, expliquant que cela signifiait être aux côtés de quelqu'un même face à la mort. Dans l'élan du moment, Zhanli visa Yuron avec une flèche, qui, pris au dépourvu, la dismissa comme une personne sans talent en tir à l'arc. Il se trompa, car elle frappa sa main, le forçant à lâcher son arme, que le duc Xu saisit aussitôt. Réalisa que Sueli ne reviendrait jamais vers lui, Yuron, désespéré, choisit de faire l'impensable en se jetant d'une hauteur. Malgré cela, Zhanli ne se retourna pas, avançant avec détermination, mettant ainsi fin à l'histoire tragique d'un érudit qui n'avait pas compris ce qu'était la véritable loyauté. Alors que le duc Xu et les soldats Longwu contre-attaquaient les rebelles, Lord Cheng tenta de sécuriser sa fuite en menaçant la consort favorite de l'empereur. Dans un retournement de situation surprenant, la consort Li se sacrifia, créant une ouverture que le duc Xu utilisa pour venger la mort de son père, décapitant Lord Cheng. Avec la défaite de Lord Cheng, tous ceux impliqués dans ces complots avec la princesse Wanning furent arrêtés. En même temps, la nouvelle se répandit que le juge Sui et le frère cadet de Sueli se remettaient. De plus, le duc Xu et Zhanli trouvèrent le bonheur ensemble, se mariant et s'installant dans la capitale. Cette nuit-là, Zhanli offrit au duc Xu un pendentif comme porte-bonheur. Peu après, en tant que général de noble naissance, le duc Xu fut nommé par l'empereur pour continuer à défendre l'Empire Han et faire face aux menaces de la frontière nord. Les mois passèrent, et Zhanli attendait fidèlement son retour. Sur le champ de bataille, le duc Xu et ses hommes loyaux, Wenji et Luji, combattirent courageusement contre l'Empire Dai. Un par un, ils tombèrent. Luji reçut une lance pour protéger Wenji, qui, à son tour, fut frappé par des dizaines de flèches. Seul le duc Xu survécut, parvenant à tuer le général de l'Empire Dai. L'histoire se conclut par le retour victorieux du duc Xu dans la capitale, où il retrouva son bien-aimé, Zhanli. Morale de l'histoire. Parfois, se faufiler à travers des passages secrets et emprunter des uniformes de garde est un plan parfaitement légitime. Il suffit de ne pas oublier où vous avez laissé vos vêtements d'origine.